Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Population. Collection dirigée par Yves Charby. Maria Eugenia Cosio-Zavala, Hervé Domenac. La démographie est au cœur des enjeux contemporains, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, culturels ou politiques. En témoigne le renouvellement récent des thématiques développement durable, urbanisation et mobilité, statut de la femme et de l'enfant, dynamique familiale, santé de la reproduction, politique de population, etc. Cette démographie contextuelle implique un renouvellement méthodologique et doit donc prendre en compte des variables en interaction, dans des espaces de nature diverses, physiques, institutionnels, sociaux. La collection Population privilégie les pays et les régions en développement sans pour autant oublier leurs liens avec les pays industrialisés, et contribue à l'ouverture de la démographie aux autres disciplines. Elle est issue d'une collaboration entre les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement IRD, de l'UMR-CEPED, INED, IRD, Université Paris-Descartes, et du Centre de recherche Population et Société, Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Voir la liste des ouvrages déjà parus dans la collection. En fin de volume. PREFACE. La mise en place du Système statistique national du Niger, SSN, remonte au début des années 1960 avec la création d'un service de la statistique au sein du Commissariat général au plan, lui-même rattaché à la présidence de la République. Ce service s'est transformé progressivement pour devenir en mars 2004 l'Institut national de la statistique INS, avec la loi numéro 2004A011 du 30 mars 2004, portant sur l'organisation de l'activité statistique et créant L'Institut national de la statistique, modifié par la loi numéro 2014A66 du 5 novembre 2014. L'INS a pour mandat de coordonner l'ensemble du SSN, conformément aux orientations données par le Conseil national de la statistique, CNS. On le sait, les données statistiques sont indispensables à une prise de décision éclairée dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Dans cette optique, la vision du gouvernement nigérien est de bâtir un SSN cohérent, dynamique, fiable et crédible sur le plan national et international, pour satisfaire efficacement les besoins des utilisateurs tant nationaux qu'internationaux en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques, plans, programmes et projets de développement. Un des principaux axes stratégiques de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique, SNDS de 2014 à 2018, est de renforcer la collecte, le traitement et l'analyse des données statistiques. Or, alors que le Niger dispose de nombreuses données socio-économiques et socio-démographiques, elles ont été jusqu'alors peu exploitées et n'ont donné lieu qu'à une riche littérature grise, fondée sur des travaux de recherche utilisant la base de données nationale, mais qui est restée difficilement accessible. C'est pourquoi deux des objectifs majeurs du programme d'appui au système statistique national pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté, PASTAGEP 2012 à 2015, financé par la délégation de l'Union européenne au Niger, l'UNFPA et l'UNICEF avec une forte contribution du gouvernement, sont d'une part le renforcement de la base de données nationale et des autre part celui des ressources humaines des diverses structures parties prenantes du système statistique national. L'idée qui a sous-tendu la conception et la réalisation de ce livre est précisément de contribuer à atteindre ces deux objectifs, en couplant la valorisation de la littérature grise, véritable richesse en friche, et la formation à une recherche scientifique de niveau international. C'est pourquoi il rassemble des chapitres abordant plusieurs thématiques des domaines socio-économiques et socio-démographiques, dont les auteurs sont des cadres permanents de l'INS, de certains ministères ou encore des jeunes récemment formés en démographie ou en économie et en statistique dans des écoles de la sous-région, IFORD de Yaoundé, NCA d'Abidjan, NSAE de Dakar, et en Europe. Je tiens à féliciter tous les auteurs pour la qualité de la production scientifique réalisée, et plus encore à saluer cette initiative qui contribuera de manière significative à la visibilité nationale et internationale du système statistique national. Désormais le gouvernement, les universités et les centres de recherche, la société civile,
mais aussi les partenaires au développement disposent d'un précieux outil de travail, solidement documenté, à même de susciter des réflexions et éventuellement des réactions sur certains aspects liés à la vie socio-économique du Niger pouvant contribuer à l'émergence de celui-ci. Idrissa Alichin Akourgueni, directeur général de l'Institut national de la statistique. Remerciements. La présente publication a bénéficié du soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au système statistique national pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté, PASTAGEP. Contrat de subvention numéro 2012-287 718. Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l'INS et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union européenne. L'ambassade de France au Niger, quant à elle, a contribué à la promotion de l'ouvrage, notamment lors du séminaire de lancement du livre qui a eu lieu à Niamey le 6 octobre 2015. L'Institut national de la statistique exprime sa gratitude aux 3 partenaires institutionnels qui l'ont accompagné dans la réalisation de cette activité du PASTAGEP, la délégation de l'Union européenne au Niger, l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, le CEPED, et enfin à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, notamment les jeunes chercheurs du SSN et d'ailleurs qui ont montré leurs compétences et leur grande connaissance de l'environnement socio-économique et culturel nigérien. Introduction. PAUVRETE et DEVELOPPEMENT social, Yves Charby. Comme tant d'autres, cet ouvrage aurait pu s'intituler Population et développement au Niger, mais la question sous-jacente à tous les chapitres est plus précisément celle du développement social, d'où le titre qui a été retenu. Il faut en effet distinguer le développement économique du développement social. Le premier se mesure grâce à des indicateurs macroéconomiques, fondés sur de grands agrégats. On dira qu'il s'est produit un développement économique au cours d'une période donnée si par exemple le produit intérieur brut, PIB, a augmenté, la dette extérieure a diminué, les déficits budgétaires se sont réduits, la balance des paiements est devenue positive. Le développement social, quant à lui, est classiquement mesuré par l'indice du développement humain, IDH, indice composite de 3 critères qui tous renvoient à la population. L'espérance de vie à la naissance, l'accès à l'éducation, le PIB par habitant. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD classe régulièrement les pays selon leur IDH. Les observateurs en concluent que tel pays a progressé ou au contraire reculé dans le classement international et donc que le développement social y a progressé ou reculé. Or, l'examen de la littérature grise disponible au Niger suggère qu'on peut dépasser ce premier constat et rendre compte de manière plus concrète de la réalité du processus de développement social. Les variables démographiques sont précieuses de ce point de vue. On peut légitimement avancer comme preuve de cette dynamique le fait que la mortalité infanto-juvénile a baissé, que l'âge au mariage a reculé, que la fécondité est restée stable même si c'est à un niveau élevé, que les grossesses des adolescentes sont moins fréquentes, ou encore que le niveau d'instruction a progressé parmi les jeunes. Par ailleurs, il faut éviter le piège des simplifications abusives. Parler du développement social au Niger, c'est faire l'hypothèse implicite que le Niger est un pays parfaitement homogène de ce point de vue. Or, les données disponibles montrent clairement que les différences internes sont bien réelles, et que le niveau de développement social varie selon les régions, le milieu de résidence, etc. Et comme un des objectifs du développement social est l'évolution des relations de genre dans le sens d'une plus grande égalité entre hommes et femmes, les données sur les inégalités selon le sexe en matière de santé, d'éducation, d'emploi par exemple, sont cruciales. En un mot, la question du développement social est indissociable de celle des inégalités. Toujours dans une perspective dynamique, le développement se définit implicitement comme un changement par rapport à une situation initiale. En Afrique subsaharienne comme dans les autres pays en développement, l'enjeu est celui de la sortie de la pauvreté. C'est pourquoi les données sur le niveau de vie et les ressources des ménages ont pris depuis quelques années une telle importance, et sont devenues presque aussi nombreuses que celles collectées auprès des individus. Plus généralement,
Une des contributions de ce livre est précisément d'aller encore plus loin en montrant que certains ménages se caractérisent par une situation intermédiaire entre richesse et pauvreté, et que l'on peut parler de l'émergence d'une classe moyenne, signe incontestable d'un développement social. Enfin, on ne saurait négliger les politiques publiques de développement et au Niger le plan de développement économique et social, PDES, est un cadre de référence fondamental. Aussi avons-nous orienté les chapitres de telle manière que ce livre s'inscrive aussi étroitement que possible dans la stratégie du PDES, qui a été déclinée en politiques sectorielles qui sont d'un intérêt de premier plan pour notre propos. On peut en effet analyser ces dernières comme des offres sectorielles de développement social, conçues pour répondre aux besoins et aux attentes des populations, donc à la demande. Ce chapitre, qui ne prétend pas à l'originalité, mais reflète simplement l'état des connaissances au Niger, il s'ouvre par une présentation de l'IDHI, puis par une réflexion sur la pauvreté au Niger, analysée selon diverses caractéristiques démographiques et socio-économiques. 2. Il se poursuit par l'examen de l'offre en matière de santé et d'éducation, car l'accès à la santé et à l'éducation est au cœur du développement social. 3. Il se clôt par une brève présentation des chapitres, en montrant l'articulation entre le PDES et le PASTAGEP. 3. L'indice du DEVELOPPEMENT humain. Rappelons les trois dimensions de l'indice du développement humain, IDH, calculé depuis 1990 par le Programme des Nations Unies pour le développement. La première, la santé, est mesurée par l'espérance de vie à la naissance. La deuxième est l'éducation. L'indicateur combine la durée moyenne de scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d'âge scolaire. La troisième dimension, le niveau de vie, est mesuré par le logarithme du revenu brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Comparaison internationale. Le tableau 1 montre que depuis sa création et toute année confondue, la valeur de l'IDH du Niger reste inférieure, non seulement à la moyenne mondiale, mais aussi à celle des pays à faible niveau de développement humain ou encore à la moyenne enregistrée en Afrique subsaharienne. Cependant, entre 1980 et 2013, le taux d'accroissement moyen annuel de l'IDH du Niger, 1,9%, a été l'un des plus rapides au monde. En outre, entre 2000 et 2013, l'IDH du Niger a connu une progression d'environ 44%, soit la plus importante parmi les pays de la sous-région. Tableau 1. Evolution COMPAREE de l'IDH du Niger et d'autres pays. Source: Rapport mondial sur le développement humain 2014. L'espérance de vie à la naissance, égale à 58,4 ans, est supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, 56,8, et dépasse celle de 20 autres pays de la planète, parmi lesquels on peut citer le Mali, 55,3 ans, le Burkina Faso, 56,3 ans, la Côte d'Ivoire, 50,7 ans, le Mozambique, 50,3 ans, etc. Dans l'espace UEMOA, seuls le Sénégal et le Bénin dépassent le Niger en termes d'espérance de vie à la naissance. En ce qui concerne la santé, le Niger a fourni depuis 1990 des efforts notables qui ont permis de progresser dans 3 domaines. La santé des enfants de moins de 5 ans, avec une baisse significative et importante de la mortalité infantile de 40% en l'espace de 10 ans, la mortalité maternelle, la lutte contre le VIH-SIDA, dont le taux de séroprévalence est passé de 0,7% en 2006 à 0,4% en 2012.
Mais la valeur de l'IDH cache des disparités selon les sous-indices dimensionnels qui la composent. On le constate depuis 1990, ce sont les valeurs des sous-indices liés à l'éducation qui défavorisent le plus le Niger. En effet, le rapport pour 2014 du PNUD, comme ceux publiés les années antérieures, révèle que la durée moyenne de scolarisation au Niger est de 1,4 ans et la durée attendue de scolarisation est de 5,4 ans. La durée moyenne de scolarisation du Niger, la plus faible au monde, après le Burkina Faso, est très basse, malgré l'évolution appréciable du niveau du taux brut de scolarisation et du taux d'alphabétisation, qui sont en constante progression depuis 20 ans. La durée attendue de scolarisation au Niger, de 5,4 ans, ne dépasse que celle de l'Érythrée. Il est important de remarquer cet écart entre la durée attendue de scolarisation, égale à 5,4 ans, et la durée moyenne effective, qui n'est que de 1,4 ans. On constate que dans la grande majorité des autres pays, la durée moyenne de scolarisation tourne autour de 50% de la durée attendue, contrairement au cas du Niger où elle n'est que de 26%. Développement humain et inégalités liées au genre. Au plan social, les inégalités liées au genre exacerbent la vulnérabilité des femmes qui accèdent peu aux ressources, et qui sont pour un nombre important d'entre elles victimes de plusieurs types de violences. Les inégalités et iniquités de genre représentent l'une des causes majeures du niveau élevé de pauvreté dans le pays. Au Niger, les écarts de santé et d'éducation sont importants entre hommes et femmes, tableau 2. Quant à la participation des femmes au processus politique et décisionnel, elle reste très faible. L'Assemblée nationale comporte 13% de femmes parlementaires sur 113 élus, tandis que la proportion de femmes ministres est de 25%. Au cours de ces dernières années, on note une tendance positive à l'amélioration des résultats en matière de réduction des disparités entre les sexes, particulièrement au niveau de l'éducation primaire. Tableau 2. Les INEGALITES de genre en 2013. Nombre d'années de scolarité dont un enfant d'âge scolaire peut espérer bénéficier si les taux de scolarisation actuels se maintiennent. L'obtention de ces résultats est imputable en grande partie à la mise en œuvre des différentes stratégies développées dans le cadre de la promotion de la scolarisation de la jeune fille, l'adoption en 1996 de la politique nationale de la promotion de la femme révisée en 2009, la mise en place d'un observatoire national pour la promotion de la femme, 3. D'autres actions ont été menées à savoir l'application de la loi relative aux quotas, l'adoption d'une politique nationale du genre en juillet 2008, la gratuité des consultations prénatales, de la césarienne, des contraceptifs et des préservatifs, etc. Mais malgré les efforts consentis, force est de constater que les problèmes persistent. Entre autres, on peut citer les rigidités socioculturelles qui s'opposent à l'éducation des femmes et à leur autonomisation, leur faible niveau de scolarisation, les mariages précoces, l'insuffisance des opportunités qui se présentent aux femmes, les lourdes tâches qu'effectuent les femmes rurales, etc. La PAUVRETE. Le rapport mondial sur le développement humain de 2014 publié par le PNUD classe le Niger au dernier rang des 187 pays retenus, confirmant les classements des années précédentes. En effet, en 2013, le Niger avait enregistré un très faible revenu national par tête de $873 qui ne dépassait que celui de 5 pays, Malawi, République démocratique du Congo, Burundi, République centrafricaine, Libéria. Cette faiblesse du revenu national par tête est due en grande partie à la poussée démographique. Sur la période 1990 à 2013, le taux de croissance économique annuelle moyenne a varié entre 3 et 3,9%, taux juste égal sinon inférieur, au taux de croissance intercensitaire annuel moyen de la population de 3,9%, qui est le plus élevé au monde. De ce fait, le revenu par tête s'en est trouvé réduit, au cours de la même période, il ne s'est accru en moyenne que de 2,5%. Au cours de ces dernières années, plusieurs travaux sur la pauvreté ont été menés à l'aide des données de différentes enquêtes sur les conditions de vie des ménages. En 1993, l'Enquête nationale sur le budget et la consommation, ENBC, organisée par la Direction de la statistique et des comptes nationaux fournit une incidence de pauvreté de 63%. En 2005,
l'enquête QUIBB, questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être, a donné un taux de pauvreté de 62,1%, dont 65,7% en milieu rural et 44,1% en milieu urbain. La deuxième enquête conduite en 2007 à 2008 a fourni un taux de pauvreté de 59,5% pour l'ensemble du pays, avec 63,9% en milieu rural et 36,7% en milieu urbain. Une troisième enquête, le CVMA, enquête sur les conditions de vie des ménages et l'agriculture, a été réalisée en 2011. Selon cette étude, 48,2% de la population nigérienne est pauvre. Incidence, profondeur, sévérité de la pauvreté. Rappelons les trois types d'indicateurs utilisés pour mesurer la pauvreté. L'incidence de la pauvreté mesure le pourcentage des individus ou des ménages dont la dépense de consommation se situe en dessous du seuil de pauvreté monétaire. Le seuil de pauvreté correspond à la dépense de consommation minimale annuelle pour un individu ou un ménage permettant sa survie quotidienne. Il convient de noter que l'incidence de la pauvreté subjective, perception de la pauvreté, est généralement plus élevée que l'incidence de la pauvreté objective. La profondeur de la pauvreté mesure l'écart moyen en pourcentage entre le niveau de bien-être des ménages pauvres et le seuil de pauvreté. Elle permet notamment de calculer le niveau de dépenses nécessaire pour éliminer la pauvreté. La sévérité de la pauvreté mesure la moyenne des carrés des écarts entre la consommation des pauvres et le seuil de pauvreté. Elle indique l'importance relative des plus pauvres dans un groupe donné. La sévérité de la pauvreté atteint 4,9% en 2011. L'incidence de la pauvreté est estimée à 48,2% en 2011 selon l'enquête sur les conditions de vie de ménage et l'agriculture, ECVMA, classant près de la moitié des Nigériens comme pauvres. Néanmoins, les progrès ont été remarquables. En effet, le taux de pauvreté est passé de 62,1% en 2005, QUIBB 2005, à 59,5% en 2008, ENBC 2008. Le graphique 1 confirme que le Niger reste donc largement à l'écart de la trajectoire du développement fixée pour atteindre l'objectif du millénaire de réduire l'extrême pauvreté en 2015. Si les tendances globales observées sur la période 1993 à 2011 se maintiennent, une diminution de 0,8 points par an, l'incidence de la pauvreté se situerait en 2015 à un niveau toujours élevé, plus de 45% environ. Graphique 1. Evolution de l'incidence de la PAUVRETE, 1993 à 2015. Source: ENBC 1993, QUIBB 2005, ENBC 2008 et ECVMA 2011. Quant à la profondeur de la pauvreté, qui mesure l'écart moyen entre le niveau de consommation de la population pauvre et le seuil de pauvreté, elle est de 13,1% en 2011. La profondeur de la pauvreté a connu une aggravation entre 1993 et 2005, en passant de 21% à 24,1%. Par contre, entre 2005 et 2008, on note une diminution de la profondeur de la pauvreté qui a décru de 24,1% à 19,6%, soit une diminution de 4,5%. La baisse s'est poursuivie entre 2008 et 2011, passant de 19,6% à 13,1%, soit une nouvelle diminution de 6,5% sur la période. Ainsi, la profondeur de la pauvreté, qui reflète beaucoup mieux l'évolution de l'inégalité parmi les pauvres, tend à diminuer un peu plus que l'incidence de la pauvreté. Le recul de cet indicateur témoigne également qu'en moyenne, les ressources à transférer à un individu pauvre pour le faire sortir de la pauvreté sont en baisse sur la période 2005 à 2011. Pauvreté selon le milieu de résidence, le poids de l'agriculture. Les données sur les deux grands milieux de résidence, tableau 3, renvoient à une réalité fondamentale. Comme beaucoup d'autres pays africains, l'économie du Niger est essentiellement tirée par la production agricole. Malheureusement, celle-ci est exposée à des crises environnementales répétées telles que les sécheresses, les inondations et les invasions acridiennes. Tableau 3. Indicateur de PAUVRETE, selon le milieu de résidence. Source: ECMVA 2011.
Marqué par une forte prédominance des activités agricoles, le PIB du pays est constitué à 40% de l'apport de l'agriculture. À l'exception de quelques cultures de rente, il s'agit d'une production de subsistance pour 85% des agriculteurs, qui est extrêmement sensible aux aléas climatiques et repose sur des équilibres écologiques de plus en plus fragiles, notamment en raison de la forte pression démographique. Cette situation résulte aussi de la faiblesse des aptitudes techniques ou professionnelles des individus. Cette réalité révèle le lien étroit existant entre la pauvreté monétaire, d'une part, le sous-emploi des actifs ruraux, celui des acteurs du secteur informel urbain et le chômage de certaines catégories sociales, d'autre part. Pourtant, entre 2005 et 2008, la profondeur de la pauvreté a plus reculé en milieu rural, 4,7% qu'en milieu urbain, moins 4%, tandis qu'entre 2008 et 2011, elle a plus reculé en milieu urbain, moins 7,7% qu'en milieu rural, moins 6,2%. Toutefois, les écarts entre les deux milieux de résidence sont moins élevés en termes de la profondeur que d'incidence de la pauvreté. La pauvreté des ménages. Les ménages dont le chef ne participe pas au marché du travail sont moins pauvres que ceux dont le chef a un emploi dans le secteur primaire, tableau 4. Ceux dont le chef est exploitant agricole concentrent les 3/4 de la population et près de 85% des individus pauvres. La faiblesse de leur capital humain, du capital physique mobilisé et de l'accès aux intrants explique leur médiocre productivité et par contre-coup leurs revenus limités. Tableau 4. Indicateur de PAUVR-ETE, selon quelques CARACTERISTIQUES des MENAGES. Source, ECMVA 2011. La pauvreté est plus élevée chez les agriculteurs, 56,5%, que parmi les sans-emploi, 34,4%. Cette situation peut s'expliquer par la prise en charge par un membre de la famille, cas des personnes âgées, des élèves et des étudiants. S'agissant de la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, le taux de pauvreté est le plus élevé lorsqu'il travaille pour son propre compte. En réalité, ceux-ci sont dans leur majorité les exploitants agricoles, dont on a parlé plus haut. Pour les autres groupes, les cadres du public et du privé sont à l'abri de la pauvreté. Les patrons, qui regroupent sans doute de nombreuses personnes du secteur informel, ont un niveau de pauvreté très élevé, mais qui reste néanmoins inférieur aux personnes qui déclarent travailler à leur propre compte. Quant au secteur institutionnel, il y a une dichotomie entre d'une part le secteur moderne, administration, entreprises publiques et grandes entreprises privées, et d'autre part les petites entreprises individuelles qui relèvent de l'économie informelle, urbaine ou rurale. Le taux de pauvreté est 51% pour les entreprises individuelles, et respectivement 4,9% et 8,7% pour le secteur public et les grandes entreprises. Il faut également noter que la pauvreté est plus présente dans les ménages de grande taille. Ces données ne font que confirmer que la pauvreté au Niger est avant tout une question rurale, qui reste fortement liée au niveau de développement de l'agriculture. Vers le DEVELOPPEMENT social, 2005 à 2011. Les évolutions de la pauvreté monétaire et de la pauvreté en termes de conditions de vie mettent en évidence une amélioration de la situation au cours de la période 2005 à 2011. La pauvreté monétaire recule, notamment dans la population rurale. La pauvreté en conditions de vie a diminué en faveur de la population urbaine. Mais la faiblesse des revenus des ruraux et celle de l'offre de biens et de services publics ne leur permettent pas d'améliorer leurs conditions de vie. Qu'en est-il de la consommation ? La consommation des ménages. Tableau 5. Evolution de la consommation des MENAGES et du PIB. Source, données tirées de CWIQ 1994, ENBC de 00708, le CVMA de 011. Le taux de croissance de la consommation des ménages est plus rapide que celui du PIB par tête, surtout au cours de la seconde sous-période, mais les deux sources concordent néanmoins dans le sens où elles font état d'une croissance. Tableau 5. La classe moyenne. Le chapitre 18 est spécifiquement consacré à cette question, qui suscite de plus en plus d'intérêt au niveau international. Ainsi,
Le rapport de la Banque africaine de développement 2011 souligne que les classes moyennes ont augmenté de 3,1% en Afrique au cours des 30 dernières années, soit légèrement plus que la population totale. La Tunisie, le Maroc et l'Égypte sont les pays où l'on retrouve le plus grand effectif de classes moyennes, au contraire du Libéria, du Burundi et du Rwanda où elles sont les moins nombreuses. Cela étant, les classes moyennes ont contribué à créer au moins la moitié du PIB en Afrique. Au Bénin, elles représentaient environ 46% de la population en 2006. Au Kenya, entre 2005 et 2006, la taille de la classe moyenne était évaluée à 24,1% contre 72,1% de personnes faisant partie du Lower Income Group, et la population des plus riches à 3,76% du total. En Côte d'Ivoire, la classe moyenne représentait 33% de la population totale en 2008. À Abidjan, la perception de la classe moyenne est liée à la possibilité de subvenir aux besoins nutritionnels de sa famille, d'offrir les 3 repas par jour aux membres du ménage, d'habiter un logement décent et de bénéficier d'un minimum d'équipements, télévision, radio, ventilateur. Surtout les personnes des classes moyennes basses se définissent comme telles en référence aux personnes pauvres ou plus pauvres qu'elles. La pauvreté, c'est mendier, Taux et Kouyaté 2009. Indépendamment de cette dimension subjective, la définition de la classe moyenne pose de délicats problèmes méthodologiques. Au Niger, le choix a été fait de définir un noyau dur qui correspond à l'intersection d'un critère monétaire et d'un critère non monétaire. On estime alors la classe moyenne à 25% environ de la population totale, mais au moins 6 à 7 personnes sur 10 risquent de retomber dans la classe inférieure. 2 CLES du DEVELOPPEMENT social, l'éducation et la santé. Si du point de vue du développement économique, l'éducation et la santé sont déterminantes dans l'accroissement de la productivité à moyen et long terme, dans la perspective du développement social, elles sont essentielles à l'épanouissement des individus, à la réalisation de leurs capacités. Nous n'évoquerons ici que ce qui relève de l'offre d'éducation et de santé, car à l'instar de bien d'autres pays de la sous-région, le Niger a déployé d'importants efforts pour atteindre les OMD dans les délais requis. Accès à l'éducation. Des progrès importants ont en effet été réalisés dans le domaine de l'éducation, surtout au niveau de l'enseignement de base. Le taux net de scolarisation est passé de 18 à 70% de 1992 à 2012, soit une augmentation de 2,6 points par an. Quant au taux d'achèvement primaire, il est passé de 15% en 1990 à 56% en 2012. Ainsi, 44% des élèves inscrits en première année au niveau du primaire en 1990 ont achevé le cycle contre 85% en 2012. Des progrès significatifs ont été aussi enregistrés en matière de qualité. À titre d'exemple, le taux d'achèvement a doublé, passant de 24,7% en 2002 à 49,3% en 2010 et le pourcentage de redoublants a considérablement diminué de 10% à 4,1%. Cependant, des insuffisances ont été relevées par le rapport d'état du système éducatif nigérien, RESEN 2010, notamment la faible couverture scolaire, la persistance des disparités entre régions, entre zones urbaines et zones rurales et entre filles et garçons, l'insuffisance et la précarité des infrastructures, prolifération des classes paillotes et des équipements, l'insuffisance des manuels scolaires et autres matériels didactiques, la faible qualité des enseignements et des apprentissages, la faible performance du système avec des taux de redoublement et d'abandon assez élevés, la faible qualification des enseignants, la faible quantité et qualité des équipements des laboratoires de physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, la faible externalité du système avec une main-d'œuvre trop peu qualifiée, qui s'explique par l'inadéquation entre les contenus des matières enseignées et les besoins du marché du travail. Le faible déploiement du dispositif de formation professionnalisante au profit du public hors flux scolaire, personnes non scolarisées ou déscolarisées, en situation de handicap, etc. La faiblesse du pilotage et de la gestion du système. Pour corriger ces faiblesses, les axes prioritaires du gouvernement en matière de développement de l'éducation et de la formation portent essentiellement sur 1. Le développement de l'éducation de base avec un cycle unique de 10 ans.
2. L'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages et de la formation, formelle, non formelle. 3. Le développement de la formation professionnelle et technique. 4. Le développement et la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. 5. Le développement de l'alphabétisation et des différentes formes d'éducation non formelle. 6. L'amélioration du pilotage et de la gestion du système éducatif. La nouvelle politique éducative nationale s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive et le PDES, en prenant en compte l'éducation pour tous, EPT. En vue d'atteindre les objectifs assignés, des mesures énergiques seront prises, notamment l'allocation de 25% des ressources domestiques de l'État au secteur éducatif. Nous empruntons les principaux éléments de ce qui suit à la lettre de politique éducative pour la période 2013 à 2020, issue du cabinet du Premier ministre et datée 31 mai 2012, en mettant en exergue ce qui relève du développement social. Education préscolaire et de base. Parmi les mesures relatives au développement de l'éducation préscolaire, figure la réduction de la durée de cycle de 3 à 2 années pour scolariser un plus grand nombre d'enfants avec le même volume de ressources, le recrutement et la formation des animateurs communautaires, l'ouverture de la filière des éducateurs du préscolaire au niveau des écoles normales afin de renforcer leurs capacités pour une meilleure prise en charge de la petite enfance. Dans le contexte de la gratuité et l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans, l'accès à l'éducation de base sera renforcé par la scolarisation de tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour corriger les inégalités et les discriminations, un accent particulier sera mis sur les enfants en situation de handicap, ceux des zones rurales, des milieux nomades et à habitat dispersé, les filles, les enfants de la rue. Une politique nationale de l'éducation et de la formation de la jeune fille sera mise en œuvre. Le développement des infrastructures scolaires par la mise en place d'un partenariat public-privé afin de remplacer toutes les salles de classe sous paillotes, grâce à un programme d'urgence, avec la construction chaque année de 2500 nouvelles salles de classe en matériaux définitifs. L'amélioration de la qualité de l'éducation, quant à elle, se fera à travers plusieurs mesures. Amélioration de la pertinence et de la qualité des apprentissages par l'expérimentation et la généralisation du nouveau curriculum de l'éducation de base, création de nouvelles écoles normales, augmentation de la capacité d'accueil des écoles existantes et dotation en moyens supplémentaires, révision du dispositif de formation initiale et de formation continue des enseignants, introduction et développement des TIS à l'école, flexibilité des calendriers scolaires afin de répondre aux impératifs locaux des populations, rénovation du dispositif d'évaluation des élèves. Enseignement moyen. L'amélioration de l'accès à l'enseignement moyen se fera grâce à une couverture progressivement accrue sur l'ensemble du territoire national, avec la création annuelle de 10 lycées d'enseignement général et le recrutement de 500 enseignants du cycle moyen par an dans la fonction publique. Pour améliorer la qualité de l'enseignement moyen, les programmes d'études seront révisés et des supports pédagogiques élaborés. Le niveau de formation des enseignants et des encadreurs relevé par des dispositifs de formation initiale et continue des enseignants, les TIS introduites à l'école, le système d'évaluation rénové pour augmenter la rétention en cours de cycle et le taux de réussite au baccalauréat. Il est envisagé de créer des académies régionales, de mettre en place une politique du manuel scolaire afin de rendre disponibles les manuels dans les écoles pour améliorer l'environnement pédagogique des écoles, et enfin d'organiser un système national de remédiation, permettre dans le cadre de l'école d'apporter un soutien aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage basé sur le tutorat au cycle de base. Accès à la santé. Tout comme l'éducation, la santé est une composante fondamentale du développement social et les gouvernements africains s'efforcent d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, dans les délais requis. En effet, plusieurs d'entre eux, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont fait le choix de mettre en place des politiques de gratuité des soins de santé primaires pour les plus vulnérables. Depuis 2005, le Niger a introduit des mesures d'exemption de paiement au profit des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans. Cette politique a eu des effets significatifs et positifs sur le niveau d'utilisation des services de santé.
En 2011, 85% des femmes enceintes bénéficient d'un suivi de grossesse contre 40% en 2005. La gratuité, en favorisant l'accès aux soins des enfants de moins de 5 ans, a aussi permis d'augmenter de manière très nette la prise en charge précoce des principales pathologies à l'origine de la mortalité infantile. Il en est résulté une nette amélioration du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. De 318 pour 1000 en 1992, il est passé en 1998 à 273,8 pour 1000 puis à 198 pour 1000 en 2006 pour enfin descendre à 127 pour 1000 en 2012, chiffre à mettre en regard de L'. Objectif de 106 pour 1000 en 2015, graphiques 2 et 3. En 1992, le taux de mortalité maternelle était à 652 pour 100 000 naissances vivantes. Pour s'inscrire dans les objectifs du millénaire pour le développement, le Niger a adopté en 2008 les soins obstétricaux et néonatals d'urgence, SONU, comme stratégie pour la réduction de la mortalité maternelle. En 2010, une enquête sur la mortalité maternelle a montré une réduction à 554 pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité infanto-juvénile de 130 décès pour 1000 naissances vivantes. Une enquête transversale d'évaluation des besoins en SONU, réalisée en 2010, a couvert un échantillon de 507 formations sanitaires publiques et privées, soit 48,5% de l'ensemble des établissements sanitaires qui assurent les accouchements. L'analyse des résultats par district a permis de constater un taux de couverture en SONU de 27% avec une répartition régionale et interrégionale inéquitable, un taux d'accouchement assisté à 24,2%, un taux d'accouchement par césarienne à 1,4% et un besoin en SONU satisfait à 19,2%. En raison de la tendance globale à la baisse de cet indicateur, on estime que le Niger peut parvenir à réduire des 2/3 en 2015 la mortalité des enfants de moins de 5 ans si les tendances se maintiennent. Graphique 2. Concernant la santé maternelle, le Niger est l'un des pays qui enregistre le plus fort taux de mortalité maternelle au monde. Un nombre important de femmes meurent chaque année en donnant naissance ou même pendant la grossesse. Elles sont encore plus nombreuses à rester en vie, mais avec de graves séquelles. Les décès maternels représentent environ 39% de tous les décès de femmes de 15 à 49 ans, EDSN 2012. L'objectif étant de réduire la mortalité maternelle de 3/4 entre 1990 et 2015, on espère qu'en 2015 il n'y aura pas plus de 175 décès pour 100 000 naissances vivantes. Graphique 3. Les indicateurs mesurés sont en deçà des standards de l'OMS, ce qui reflète manifestement d'une part, une disponibilité en SONU qui ne répond pas aux besoins des femmes et des nouveau-nés qui en ont besoin et d'autre part une sous-utilisation des SONU existants. Ces résultats ont motivé un renforcement du système de santé à travers une révision de la politique de l'offre de soins, particulièrement la révision du paquet minimum de soins à chaque niveau de la pyramide sanitaire, y compris les relais communautaires, en vue d'améliorer l'accessibilité et l'utilisation des soins de santé. Le taux d'accessibilité géographique des services de santé dans un rayon de 5 km en 2010 reste encore un défi majeur à relever, car ce taux varie d'une région à l'autre. Par exemple, dans la région de Niamey, il est de 79,42% contre 36,14% dans la région de Zinder. Graphique 2. Evolution du taux de MORT à LITEINF à NTOJUVENILE. 1992 à 2015. Source: EDSN 1992,1998, 2006 et 2012. Graphique 3. Evolution du taux de MORT à LITE maternelle. 1990 à 2015. Source: EDSN 1992,1998, 2006 et 2012. Dans le but d'améliorer la santé de la population, le Niger a déjà mené des actions, dont entre autres la gratuité des consultations prénatales, de la césarienne, des contraceptifs et des préservatifs, le plan de développement sanitaire, la politique nationale de population et le programme démographique multisectoriel PRODEM 2005, le Programme national de la santé de la reproduction PNSR 2005, la feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la stratégie nationale d'IEC pour la santé de la reproduction, etc.
Mais malgré tous les efforts fournis et les moyens engagés, force est de constater la persistance d'un certain nombre de maladies dont la réduction de leur incidence, voire leur éradication, reste un défi majeur. Parmi ces maladies, les plus fréquentes sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, les méningites, le choléra, la rougeole, la tuberculose et la malnutrition. Présentation de l'ouvrage. Une mission d'experts composée d'Yves Charby et Abdelkader Ghali avait défini fin 2013 une stratégie de renforcement de la recherche au sein du Centre de formation et de perfectionnement CFP de l'INS. Leur proposition avait été validée par les instances du PAST-AGEP. Les deux experts avaient en particulier proposé plusieurs grands domaines de recherche pour le PAST-AGEP, en veillant à ce que ceux-ci soient cohérents avec les objectifs du PAST-AGEP. Le tableau 6 montre comment les domaines de recherche du PAST-AGEP s'articulent aux axes et résultats stratégiques du PDES. Tableau 6. COHERENCE des domaines de recherche du PAST-AGEP et des axes STRATEGIQUES du PDES. La mise en cohérence de cette activité du PAST-AGEP avec le PDES supposait aussi de définir une stratégie de recherche et de valorisation pour les chapitres à produire. Il a donc été décidé que chaque chapitre devait répondre à 4 critères. S'inscrire dans un des axes stratégiques ou dans un des résultats stratégiques du PDES, ne pas être une duplication de la littérature grise existante, mais la prolonger et l'enrichir, utiliser les données d'une ou plusieurs des grandes enquêtes disponibles et utiliser, en tant que données de cadrage, les tableaux publiés des résultats du recensement, enfin être d'un intérêt et d'une qualité scientifique suffisant pour donner lieu à valorisation internationale. Rappelons que plusieurs grandes enquêtes nationales ont été achevées au cours des années 2008 à 2012. Le DSNM-ICS de 2012, l'enquête budget-consommation des ménages 2008, l'enquête sur les migrations internes 2011, l'enquête sur l'emploi dans le secteur informel 2012, l'enquête survie et mortalité 2010, le CVMA, enquête sur les conditions de vie des ménages et l'agriculture, l'évaluation des soins obstétricaux et néonatales des urgence 2010, l'enquête nutritionnelle et anthropométrique, passages annuels. Le tableau 7 indique la répartition des chapitres entre les différents axes et résultats stratégiques du PDES. Précisons d'emblée que les chapitres n'ont nullement été conçus dans le but d'évaluer la réalisation de ceux-ci. Les chapitres qui suivent apportent simplement des éléments objectifs qui contribuent à mieux cerner la situation actuelle en termes de force, de faiblesse, d'opportunité ou de menace, pour reprendre une grille d'analyse d'évaluation largement répandue, dite méthodologie SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Ensuite, il est impossible de classer les chapitres de manière parfaitement rigoureuse dans les différents axes et résultats stratégiques, pour plusieurs raisons. Premièrement, des analyses ont souvent été conduites en produisant des tableaux qui indiquent le milieu ou la région de résidence. Elles contribuent ipso facto à mieux éclairer les conditions d'un développement régional équilibré. Nous avons donc considéré que tous les chapitres où figurent de tels tableaux sont une contribution à la dimension régionale du développement social. De même, dans plusieurs chapitres, l'effet du facteur genre est mesuré à travers la variable sexe des membres du ménage, et notamment du chef de ménage, ou encore en analysant les différences de scolarisation entre les garçons et les filles. Nous avons fait le choix de considérer que tous ces chapitres contribuaient aux résultats stratégiques, lutte contre les inégalités de genre. Deuxièmement, certains résultats stratégiques se retrouvent au contraire dans un petit nombre de chapitres. C'est le cas en particulier de la création d'emplois rémunérateurs, 3 chapitres, et du développement du système éducatif, 4 chapitres. Tableau 7. REPARTITION des chapitres dans les axes du PDES. Intitulé des colonnes. 1. Une meilleure maîtrise de la croissance démographique. 2. Un développement régional équilibré. 3. Amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens. 4. Création d'emplois rémunérateurs. 5. La promotion de la santé. 6. Le développement du système éducatif. 7. Lutte contre les inégalités et renforcement de l'équité du genre.
8. La promotion de la jeunesse. Par-delà cet effort de mise en correspondance des chapitres avec les axes du PDES, le plan de l'ouvrage correspond à plusieurs thématiques du développement social. La première partie, qui définit le cadre général et le contexte institutionnel, se compose de ce chapitre introductif, qui présente l'indice du développement humain, IDH, et situe le Niger dans une perspective internationale, avant de passer à l'analyse de la pauvreté et de deux secteurs clés du développement social, l'éducation et la santé. L'autre deuxième chapitre de cette première partie est pour l'essentiel une synthèse du document officiel du PDES, enrichi de quelques indications succinctes sur la dynamique démographique du Niger. Introduction. Pauvreté et développement social, Yves Charby. Chapitre 1. La réponse institutionnelle aux enjeux du développement social, Aminata Takubakoy, Soumana Harouna. La deuxième grande thématique est précisément celle de la démographie, en tant que facteur qui risque de peser sur la réussite du PDES, mais aussi en tant que dimension essentielle du développement social. Les deux variables majeures qui gouvernent la croissance démographique, la fécondité et la mortalité, font l'objet de 6 chapitres. Chapitre 2. L'évolution de la fécondité, 1988 à 2012. Soumana Harouna, Rakia Daouda, Argos Moussakura. Chapitre 3. Fécondité et planification familiale en 2012. Zaléa Amadou, Radjikou Hassan, Gapto Memoussa, Djibrila Amadou Modili, Sani Oumarou. Chapitre 4. Les déterminants du maintien de la fécondité élevée, Djibrila Amadou Modili, Mariama Ima Magagi, Alio Dangana, Idrissa Alikina Kourgueni. Chapitre 5. L'allaitement précoce au Niger. Naoko Ori, Oumarou Abi, Alio Dangana, Abdou Maïna, Souleymane Alzouma. Chapitre 6. Les facteurs de la baisse de la mortalité infanto-juvénile 1992 à 2012. Ibrahim Mahazou, Alimatou Amadou Garba, Gapto Memoussa, Sani Oumarou. En ce qui concerne la fécondité, la réflexion a été élargie à la santé de la reproduction, conformément aux orientations internationales actuelles de la recherche. C'est pourquoi l'allaitement figure à côté de la mesure des niveaux et des tendances de la fécondité, et des données sur la planification familiale. On ne peut qu'être frappé par le contraste entre la baisse de la mortalité infantile et le maintien d'une fécondité élevée. Aussi un des chapitres est-il consacré à l'identification des facteurs de cette forte fécondité. Quant à la mortalité infanto-juvénile, précisons qu'elle a reçu une attention particulière en raison des remarquables résultats obtenus depuis 20 ans. Enfin, on ne trouvera pas dans cette seconde partie les rapports des analyses approfondies des résultats du dernier recensement de 2012, pour 3 raisons. Ils n'ont pas été conçus dans la perspective spécifique de l'analyse du développement social, en présenter des versions résumées pour rester dans le nombre de pages imparties à ce livre aurait conduit à sacrifier la finesse des analyses. Enfin, tous les rapports sont disponibles auprès de l'INS. La troisième grande thématique est d'orientation sectorielle. Elle est centrée sur la santé et l'éducation. La richesse des informations fournies par les enquêtes démographiques de santé successives et d'autres sources a permis d'en étudier plusieurs aspects dans 8 chapitres. Chapitre 7. Disponibilité et utilisation des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, Aboubakar Adakal, Gabriel Moaz Moussa, Eda Munkaila. Chapitre 8. Discontinuité des soins obstétricaux, Mahamadou Alzouma. Chapitre 9. Rapport de genre et consultation prénatale, Nassirou Ibrahim. Chapitre 10. Le paludisme chez l'enfant, Ado Abdoulouche. Chapitre 11. La diarrhée chez l'enfant, Sédou Mahaman Lawali. Chapitre 12. L'anémie chez l'enfant, Ibrahim Samaïla Issa. Chapitre 13. Différence de scolarisation entre garçons et filles, Amani Amadou Gazibo. Chapitre 14. L'abandon scolaire, Mamadou Chiarimara. La santé, on l'a dit, est un des secteurs clés du développement social. Ainsi, à côté des facteurs comportementaux, qui relèvent de la demande en matière de santé, l'analyse de l'offre n'a pas été négligée. 2 populations particulièrement vulnérables sont au cœur de ces chapitres. La santé des mères est un enjeu majeur du développement social, notamment en raison des risques liés à l'accouchement. Les soins obstétricaux et néonatales d'urgence et les consultations prénatales sont donc analysés.
Quant aux jeunes enfants, 3 aspects de la morbidité sont approfondis, le paludisme, la diarrhée, l'anémie. En matière d'éducation, autre secteur clé, on ne peut que regretter que 2 chapitres seulement traitent de cette question importante. Il faut y voir l'effet d'une moindre disponibilité des données par rapport aux questions de santé. Fort heureusement, 2 aspects cruciaux du point de vue du développement social sont mis en évidence dans ces 2 chapitres. L'inégalité entre garçons et filles, les facteurs de l'abandon scolaire. La 4e thématique est celle de la population et du développement, vue surtout au niveau socio-économique et socio-démographique des individus et des ménages. Chapitre 15. Pauvreté monétaire et insécurité alimentaire en 2011, Zachary Oumarou. Chapitre 16. Les tendances de la pauvreté. 2005 à 2011. Zachary Oumarou. Chapitre 17. Les personnes âgées au Niger, profil et conditions de vie, Soufiane Moussa, Jean-François Kobiané. Chapitre 18. L'émergence d'une classe moyenne, Maïmouna Ali Boulassane, Alimatou Amadou Garba. Chapitre 19. La qualité de la dépense publique, Issaka Amadou Maman. Chapitre 20. Les défis du dividende démographique, Idrissa Alikina Kourgueni. Le bilan sur la situation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire en 2012 est complété par une vision rétrospective sur la période 2005 à 2011. Une attention particulière est également apportée à la question des personnes âgées, population à risque méconnue au Niger, alors que plusieurs pays de la sous-région se sont intéressés depuis longtemps aux problèmes que rencontreront dans les décennies à venir les personnes âgées. Au regard de la pauvreté, la mise en évidence de l'émergence d'une classe moyenne apporte un éclairage complémentaire et tout à fait original. Enfin, la dimension macroéconomique est abordée avec l'analyse de la qualité de la dépense publique. Le dernier chapitre, qui conclut le livre, porte sur les défis du dividende démographique en rappelant opportunément que le Niger engrangera un véritable bonus démographique si la baisse de la mortalité est accompagnée d'un effort soutenu en matière d'éducation et de santé, afin que les cohortes qui arriveront sur le marché du travail soient en bonne santé et qualifiées et qu'ainsi leur productivité soit forte. En même temps, les experts s'accordent à reconnaître que les gouvernements doivent anticiper l'arrivée à l'âge actif d'effectifs nombreux en créant des emplois afin d'accueillir cette main-d'œuvre et d'éviter que celle-ci ne soit confrontée au problème du chômage. Chapitre 1. La réponse institutionnelle aux enjeux du DEVELOPPEMENT social. Aminata Takaoubakaoy, Soumana Harouna. Le plan de développement économique et social, PDES 2012 à 2015, approuvé par le Conseil des ministres du 1er août 2012, constitue l'unique cadre de référence pour l'agenda de développement du gouvernement et l'alignement de celui-ci avec les objectifs du millénaire pour le développement. Il opérationnalise le programme de renaissance du Niger et capitalise les progrès réalisés ces dernières années et les leçons tirées dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté, des stratégies sectorielles et des plans d'action ministériels. Le PDES propose une vision prospective du développement national fondée sur l'édification d'un pays émergent, bâti sur une économie dynamique, diversifiée, durable et harmonieusement répartie sur le territoire national, une république moderne, démocratique, citoyenne et bien gouvernée, une nation riche par sa culture et ses valeurs partagées, une société ouverte sur le monde et attachée au savoir et à l'innovation technologique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.